Bon, bah, merci à vous. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de vous parler de data. Rien de neuf ici, on est sur le bon salon. Juste pour vous préciser, hein, donc, qu'on intervient donc, au nom de la société Hardis Group. On est basé à Saint-Herblain. Et juste pour les présentations, donc Yves Hardier, moi je suis en charge, je suis chef de projet sur la partie data. Et donc, s'adjoint à moi Swan Legrand. Voilà, moi pour le coup, je vais être consultant technique orienté intelligence artificielle, machine learning. En termes de sommaire donc, de cette présentation, moi je vais vous parler de la partie analytique, la connaissance du passé. Je laisserai la suite la parole à Swan qui va vous parler du prédictif, la connaissance du futur, et on reviendra ensuite plus spécifiquement du pourquoi de l'IA dans cette connaissance du futur. Peut-être pour enfoncer des portes ouvertes, mais pour être certain de bien parler de la même chose, pour savoir de quoi on parle dans les étapes de l'analytique, simplement se dire que dans l'analytique, il y a principalement 3 étapes. La première, donc en amont, qui est l'intégration des données, typiquement ce qu'on va faire avec Talend ou ce genre d'outils, un ETL principalement. Le cœur de l'analytique, à savoir rechercher de la valeur dans la donnée, donner un sens à la donnée, et l'aval, qui consiste à la visualisation de ces données. Voilà les grandes étapes de l'analytique. Dans les points de l'analytique à l'heure actuelle, il y a quand même un certain nombre de points spécifiques. L'analytique, tel qu'on le pratique à l'heure actuelle, c'est principalement avec des visions qui sont de l'ordre du stratégique ou du tactique. C'est vrai que quand on fait de l'analytique, c'est pour un bilan annuel, c'est pour un reporting mensuel, hebdomadaire, éventuellement un compte-rendu quotidien, sauf, on va dire, plus de données spécifiques, on n'est pas forcément en temps réel. Il y a quand même une chose qui change ces dernières années, bien évidemment, c'est la présence du big data. On ne parle plus du même volume de données, et donc là, les usages peuvent être quand même différents et éventuellement plus intéressants. En termes d'objectifs et de tendances de ce que l'on peut avoir en termes d'analytique, c'est l'objectif de décrire les choses simplement, de les agréger, de mettre sous forme de cluster, de pouvoir faire une exploration autonome. Pour ça, on a un certain nombre d'outils. Ne m'en veuillez pas, j'en oublie plein, volontairement, pour ne pas noyer tout le monde. Mais bon, c'est MyReport si on veut faire de l'Excel, ça va être Business Object ou les outils d'IBM, ça peut être ClickSense. On a vu des gens aussi qui font du tableau, autant d'outils qui sont utiles. Moi, je vais vous en présenter un qui est un outil maison qui essaye de regrouper l'ensemble de ces éléments. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé chez nous et qui a pour objectif de retrouver les informations dans tous les CV de nos collaborateurs, donc une information non structurée, et dans laquelle on recherche un certain nombre d'informations. Les compétences du collaborateur, éventuellement par compétences, quels sont les collaborateurs les plus pertinents, et éventuellement, quand on veut créer une équipe, comment on la crée. Donc là, ça se présente sous la forme d'un site internet. Donc sur ce site, on va aller chercher les données. Là, quelque chose de le plus simple possible. On est sur un petit répertoire sur Internet Explorer. On a 2 CV. Dans un CV, on a le nom du collaborateur, la formation qu'il a suivie, les compétences qui sont les siennes, avec de l'ETL, du Java, du PHP, que sais-je, et ses expériences chez un client, à certaines dates et avec un certain nombre de compétences qu'il a pu mettre en œuvre au cours de sa mission. Le parseur de CV permet de retrouver les données de ce collaborateur sous une forme visuelle, les 3JS dans ce cas-là, ou Vue.js, et on va retrouver au plus proche du centre jaune les compétences de ce collaborateur, SQL, HTML, JavaScript. Si je prends 4 CV de plus et que je les repositionne dans le répertoire, je vais relancer la partie derrière
de parseur. Alors, pour information, là, c'est un parsing qui est fait avec un outil en Python pour aller rechercher des données qui sont positionnées de manière non structurée. On va avoir les informations qui returbinent, qu'on remouline, pour retrouver ça après, derrière, au niveau de l'outil. Si je prends le cas, désormais, on va retrouver désormais les 6 CV ont été parsés, on retrouve les 6 collaborateurs. On retrouve pour chacun des collaborateurs les compétences principales. Plus intéressant, je cherche un collaborateur qui ait une bonne compétence en gestion de projet. Je vais sur la partie gestion de projet. Et là, je retrouverai, par exemple, Jessica, qui est celle qui a fait le plus de gestion de projet. André, qui aura fait plus de JavaScript. Si je cherche un collaborateur qui a fait du Java, dans ce cas-là, ça sera plutôt John. Pour terminer, j'ai besoin de reconstituer une équipe que je voudrais remettre en place et qui a l'habitude de travailler ensemble. Alors, je vais sur les relations intercollaborateurs et je pourrais trouver le fait que Nano a bossé seul, mais Maxime a déjà travaillé avec Jessica et John, ou André a déjà travaillé avec Guillaume. Donc voilà un peu un exemple d'outils qu'on peut mettre en place spécifiquement pour aller chercher les informations dont on a besoin. Juste pour dire qu'effectivement, on cherche des descriptions simples, de l'agrégation, de l'exploration. On est venu là pour parler de prédictif. Je vais vous parler un petit peu d'analytique et de prédictif. Ce sera mon dernier slide. Juste pour dire que pour prédire à l'heure actuelle dans l'analytique, dans les grandes lignes, on a à notre disposition la possibilité de faire ça avec des règles de gestion. Typiquement, je vais décider que une donnée, ça a affecté à un homme ou à une femme, et je scinde la chose de la manière suivante par la suite, ou de faire des régressions, la plus simple du monde. Mon chiffre d'affaires augmente de 2% cette année, alors l'année prochaine, je considère que j'aurai 2%. C'est simpliste, mais on est malgré tout de cet ordre-là. Dès lors, l'important, c'est de savoir ce que va être le prédictif, comment on va faire à l'avenir pour le prédictif pour être plus pertinent. Swan. Merci. Donc concrètement, on peut se poser la question, concrètement, qu'apporte le prédictif actuellement? Finalement, ça ne rapporte pas de nouveaux cas d'usage. Si on regarde les applications métiers, on s'aperçoit que les enjeux vont être plus ou moins les mêmes. Là, j'en ai listé quelques-uns, c'est quelques exemples. Voilà, je suis typiquement dans le cas de l'e-commerce. J'ai un client qui interrompt un achat pour une raison X. Moi, mon but, c'est d'être capable de comprendre pourquoi il a interrompu son achat. Typiquement, il comptait acheter cette robe sur tel magasin d'e-commerce, il s'interrompt. Est-ce que c'est parce que la robe était 10 € trop chère? Est-ce que c'est parce qu'il a trouvé un autre article qui correspondait mieux à ce qu'il avait envie d'acheter? Ou alors, prévoir ce que le client va vouloir. Est-ce qu'il sera plus pertinent de lui recommander tel ou tel objet? Là, finalement, j'ai un dernier exemple. Quelles sont les chances pour moi de signer un contrat, sachant que je suis par exemple dans la banque ou l'assurance et que je connais certaines caractéristiques de mon client? Là, en fait, on va rester vraiment sur les mêmes thématiques, mais on va apporter une plus-value au niveau de l'efficacité. Typiquement, si on veut faire du prédictif et pas juste des bilans rétroactifs, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà qu'on prenne plus de paramètres. Parce qu'avec peu de paramètres, on peut avoir une idée de ce qui s'est passé. Par contre, on n'aura pas assez d'informations pour comprendre comment ça va se passer et pour pouvoir le prédire à l'avenir. Typiquement, si je reprends l'exemple de l'e-commerce avec la robe, peut-être que si je connais tout le contexte d'achat de la personne, tout son parcours utilisateur, au lieu de juste pouvoir faire un bilan au bout d'une semaine sur pourquoi une majorité de mes clients n'achètent pas tel produit, je pourrais, sur le moment, déterminer que telle personne risque d'interrompre son achat maintenant et prendre une mesure. Par exemple, si je détermine que la robe est 10 € trop chère, est-ce que ce n'est pas le moment de pousser une remise de 10 € sur l'article? Est-ce que ce n'est pas le moment, éventuellement, si la robe a des caractéristiques qui ne conviennent pas, proposer un autre article similaire? Et finalement, ça, on peut obtenir ici le temps réel. Et c'est là la vraie plus-value.
quelques cas d'usage sur de la recommandation, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait avant? Typiquement, si vous prenez de la grande distrib, vous allez avoir des recommandations au moment où vous achetez. C'est-à-dire que sur votre ticket de caisse, vous aurez une remise sur tel article. Comment ça marche? Eh bien, en fait, on va avoir une liste de produits à recommander, souvent, une liste de profils, types, et on va essayer de faire en sorte que chaque personne soit accordée à un profil type, et ensuite, on va faire des recommandations par profil. Donc souvent, c'est du clustering des clients par profil, et on s'arrête là. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Typiquement... Jean Théodule, fan de chocolat, qui décide d'acheter ce chocolat. On lui propose donc d'acheter du Friskies. C'est vrai que la question, c'est est-ce que c'est pertinent? On va voir tout à l'heure. Peut-être ou peut-être pas. Moi, juste comme ça, Jean Théodule, je crois qu'il n'a pas de chat, donc ça ne me paraît pas super pertinent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Quelles seraient les possibilités futures pour la recommandation? Ça pourrait être, par exemple, d'étudier toutes les caractéristiques socioculturelles de la personne. Et par là, j'entends pas uniquement son âge, son sexe, mais aussi éventuellement son nombre d'enfants, sa localisation géographique. Donc ça, c'est énormément d'infos qu'on peut retrouver, entre autres, sur les cartes fidélité, par exemple. On pourrait aussi étudier, non pas juste quelques-uns de ces articles habituels, mais vraiment intégrer tous les articles que la personne achète pour en dresser un portrait vraiment détaillé. Donc ça, actuellement, c'est typiquement ce que proposeraient des solutions telles que Einstein dans Salesforce. Donc ça permet de vraiment placer non pas l'individu au niveau d'un profil type qu'on a prédéterminé à l'avance, mais vraiment d'avoir une description de l'individu en tant que tel, et non pas en tant qu'appartenant à un autre groupe d'individus. Et donc forcément, vu qu'on a plus de précision, on a plus de pertinence dans les résultats. Typiquement, là, par exemple, si on avait eu cette recommandation avec ce type de système, peut-être qu'on se sera aperçu que Jean Théodule, ça fait à peu près 3 mois qu'il achète uniquement des produits par plus petit lot qu'avant. Donc il s'est fait sûrement larguer par sa femme et peut-être qu'il va être temps d'acheter un chat. Moi, je dis ça... Alors là, on a parlé de descriptif, d'analytique, de prédictif. Mais alors pourquoi on utiliserait l'IA? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Donc je vais te laisser la parole. Alors l'IA, moi je vais vous parler d'il y a un petit moment. C'est vrai que l'IA, globalement, c'est compliqué et dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que c'est compliqué en fait, parce qu'il faut que je mette plein de règles, plein de données. Et donc, il faut que je code toutes mes règles. Pour ceux qui font du code, c'est des if et des else. Et à la fin, je ne m'en sors plus. Toutes ces règles, ça devient très complexe d'un point de vue algorithmique. Il y a peut-être une autre solution, c'est le machine learning, qu'il faut que j'arrive à mettre en place. Par contre, il me faut beaucoup de données. J'ai également le fait que cette donnée, elle me coûte cher à stocker, parce qu'il faut que je rajoute des disques durs et des disques durs et des disques durs. Et puis, j'ai un petit problème de processeur. J'ai beau essayer de mettre mes machines en série ou en parallèle, à la fin, ça commence à devenir compliqué quand même. Et donc ça, c'était extrêmement vrai jusqu'à il y a finalement pas si longtemps que ça. Parce que finalement, on parle de machine learning, ça fait un bout de temps que ça existe. En fait, on parlait même d'IA dès 1956. C'est pas nouveau. J'étais pas né à l'époque, toi non plus, je pense. Non, quand même pas. Donc... pourquoi maintenant ça marcherait, sachant que ça marchait, ou du moins on en entendait très peu parler, il n'y a pas si longtemps que ça? En fait, ça a explosé pour plusieurs raisons. Deux principales. La première est d'ordre de la puissance de calcul dont on dispose. Actuellement, c'est extrêmement facile de lever une armée de PC chez Amazon pour avoir une puissance de calcul juste démentielle. Ce qui avant n'était pas du tout réalisable en termes de modèles, maintenant est réalisable. Ce qui permet forcément de créer des modèles qui sont beaucoup plus complexes et qui avant auraient mis plusieurs minutes, voire heures, voire jours à tourner, là où maintenant on peut les faire tourner quasiment en temps réel. De la même façon, si on part sur du machine learning par exemple,
on va se retrouver avec des systèmes qui, au lieu de mettre plusieurs mois, voire années à s'entraîner, si on voulait les entraîner avec les machines de l'époque, vont pouvoir se faire dans des temps qui seront généralement raisonnables. Ensuite, il y a aussi la donnée. Alors, on n'est pas là pour rien, on est là pour parler de data. Et pourquoi la data? Tout simplement parce que si on veut se lancer dans le machine learning, il va falloir pouvoir avoir beaucoup de données pour pouvoir forger notre modèle. C'est-à-dire qu'on va créer un modèle, et on va l'alimenter en données pour qu'il soit ensuite capable de résoudre des problèmes sans qu'on ait à le coder explicitement. Et là, en l'occurrence, maintenant, avec l'IoT, entre autres, on peut avoir énormément de sources de données. Je prends par exemple n'importe lequel d'entre vous. Je suis à peu près certain que vous avez à peu près tous un smartphone. Le nombre de données qui passent par là, c'est juste démentiel. Il suffit de regarder si vous avez la géolocalisation d'activer. On va avoir votre position en temps réel en permanence. Ou de la même façon, si vous avez des tweets qui passent. Ça peut être un indicateur typiquement de tout ce qui se passe dans la zone. Vous prenez par exemple tous les tweets autour de la ville de Nantes, ça donne une certaine indication sur quel est le ressenti vis-à-vis de la ville de Nantes. Ensuite, le stockage de l'information. Là où avant, comme tu le disais Yves, c'était plutôt coûteux, maintenant on peut se permettre de stocker énormément de données, des gigas, des téras, voire même des pétas de données pour très peu, ça coûte plus rien en fait maintenant. C'est juste incroyable. Et surtout cette donnée dont on ne sait pas forcément quoi faire, on est toujours capable de la manipuler, notamment avec les outils de big data qui sont de plus en plus performants. On peut parler d'Hadoop, en l'occurrence je propose Spark, c'est en général plus puissant, 100 fois plus. Et donc maintenant, on peut entrer dans, entre guillemets, une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on peut parler de data-driven computing, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'arriver et de se dire, bon, on a un problème complexe, on va écrire à peu près 15 millions de règles pour gérer un max de cas, et puis si on n'est pas dans les clous, tant pis, ça ne marchera pas. Là, on peut proposer une autre solution. Le data-driven computing, l'idée, c'est d'avoir un modèle, ça ressemble un peu à ça, la table de mixage. C'est un espèce de machin assez obscur. Moi, personnellement, je ne comprends absolument pas ce qui est marqué dedans. Par contre, il y a plein de boutons partout. Et je ne sais pas non plus comment ils marchent, ces boutons. Par contre, je peux utiliser plein de paramètres. Là, on va donner un cas tout simple, un peu bête. C'est, moi, je regarde des films. OK, très bien. Et j'aimerais prévoir si, en fonction d'un tout un tas de caractéristiques, le film que je vais regarder, il va être bien ou pas. Alors, typiquement, autre cas d'usage, je suis producteur de films. J'ai une idée de film. Je vais rentrer tous les paramètres du film. Donc, exemple, le casting, le genre du film, la taille du film, le budget que j'ai, etc. Et je veux voir si je peux prédire si mon film sera bon ou mauvais. Je vais rentrer toutes ces informations-là dans mon système et je vais lui demander de me faire une prédiction. Donc, il va turbiner, il va faire tout un tas de calculs. Je ne sais pas trop comment ça marche, très bien. Et il va me donner une solution. Par exemple, il me dit le film sera un succès. Bon, très bien, admettons. Moi, j'ai la réponse, puisque ces datas, elles proviennent en fait d'un jeu de données où j'ai les stats. Je sais que le film a été un succès ou non, en fonction du nombre de personnes qui l'a regardé, par exemple. Là, je m'aperçois qu'il a été vu par 3 spectateurs. Je pense qu'on peut parler d'un succès quelque peu restreint. Bon, on va modifier un peu l'algorithme. Et en fait, là, on va avoir des opérations mathématiques qui vont s'appliquer sur chacun des petits boutons pour agencer l'algorithme, de sorte que la prochaine fois, il ait plus de chances de me donner une réponse correcte. Et ensuite, je vais itérer sur toutes mes données jusqu'à ce que mon algorithme soit à peu près compétent. Le problème, c'est que concrètement, je n'ai pas la moindre idée de comment ça marche à l'intérieur. C'est-à-dire que les boutons que j'ai tournés, les coefficients modifiés dans mon algorithme, c'est pas très clair. Je ne peux pas deviner si mon algorithme marche ou pas. Donc, je vais faire des tests avec un deuxième jeu de données, qui doit être différent du premier, parce que sinon c'est de la triche. L'algorithme, il s'est déjà entraîné dessus. Donc, je vais prendre ce deuxième jeu de données, qui représentera exactement le même type d'information, et je vais lui demander une prédiction. Donc pareil, il va faire des calculs et il va me proposer une prédiction. Il me dit le film sera un succès. Très bien. Regardons la réponse. Effectivement, le film est un succès. Et là, en fait, je vais faire des stats juste sur le taux de réponse correct. Et là, si j'atteins un taux qui est suffisant,
eh bien j'accepte le postulat que mon système marche. C'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait se dire, bah, si notre système est précis à 90%, dans 90% des cas, on a une réponse correcte, on admet qu'on l'a correctement entraîné et qu'il est prêt à fonctionner. D'où l'important d'avoir un dataset de test qui soit relativement conséquent. En général, on parle de 60% des données pour faire l'entraînement, 40% pour faire le test. Parfois, c'est plus 80% pour l'entraînement, 20% pour le test. Alors, ce n'est pas forcément ultra clair pour tout le monde, donc je vous propose de refaire cette démo-là de manière un peu plus graphique. Comment ça marche? Au début, on a des données qu'on extrait grâce à des sources de données. Alors, ça peut être de l'IoT, des logs qu'on a stockés quelque part et qui ne nous servent à rien, qui prennent de la place, ou tout simplement tout un tas de data qu'on va stocker et qu'on ne va jamais rentabiliser. Ces données, elles sont brutes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément utilisables immédiatement. C'est là que va intervenir un cleaner. Donc ça va permettre d'avoir des données qui seront utilisables par notre algorithme directement. Ces données, on va les séparer donc en deux datasets, comme je disais précédemment, et on va créer un modèle. Donc le modèle, j'expliquerai juste après quels sont les différents types de modèles qu'on peut rencontrer. On va l'alimenter avec toutes ces données. Alors il faut imaginer ça, on pourrait le comparer à une structure solide dans le cas d'un modèle qui ne sera pas lié au machine learning. Et là, pour le coup, le machine learning, c'est un peu plus comme de la pâte à modeler. En fait, on va prendre un modèle qui est complètement malléable et on va essayer d'appuyer un peu dessus pour le faire rentrer dans le moule que représentent nos données pour qu'il colle, entre guillemets, aux données. Et une fois qu'on l'a suffisamment modelé pour qu'il soit adapté vis-à-vis de notre jeu de données, on le teste sur un deuxième jeu de données, ici, et soit le résultat ne nous satisfait pas, auquel cas on a une rétroaction ici sur notre modèle non entraîné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le modèle qu'on avait prédéfini au début et ensuite qu'on a modelé, bah concrètement, il n'est pas correct, il ne donne pas des résultats satisfaisants. Il peut y avoir plusieurs explications. Typiquement, notre modèle, peut-être qu'il est trop simpliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de pâte à modeler, donc on n'arrive pas à relier tous les morceaux, il y a des trous. Au contraire, peut-être qu'il est trop complet, et donc il va être trop complexe, auquel cas bah, ça va déborder. On ne pourra pas le faire tenir dans le moule. Donc il va falloir réagencer notre modèle jusqu'à ce qu'il soit parfaitement adapté au système, du moins suffisamment pour qu'on ait des résultats acceptables. Ce qui peut, à terme, donner lieu à un modèle entraîné, testé, et qui sera approuvé par le test. Juste pour revenir sur ce document-là, préciser que les datas, le calcul, les grosses puissances de calcul, c'est tout sur cette période-là. Une fois que le modèle est entraîné et testé, dans ce cas-là, les besoins, la réactivité, elle est là. Et les besoins en termes de data ou de puissance ne sont plus nécessaires à ce stade ou bien moindres. Après, ça dépend évidemment du type de modèle et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, parmi les exemples d'outils qu'on pourrait utiliser, bon, je ne vais pas partir directement sur des modèles qui sont relativement connus. J'imagine que parmi vous, il y en a sûrement beaucoup qui ont déjà vu pas mal de conférences sur le machine learning. Donc on ne va pas aborder tout ce qui est arbre de décision, tout ce qui est régression logistique, linéaire, puisque voilà, par choix, j'ai décidé de parler plutôt de ce type de modèle, donc le réseau neurone. L'avantage, c'est que ça permet de faire à la fois de la régression ou de la classification. La classification étant déterminer à quelle classe appartient quelque chose. Par exemple, si on reprend le cas des films, ça va être déterminer si le film va être bon ou mauvais. Il appartient à la classe bon ou à la classe mauvais. Il peut aussi faire de la régression, c'est-à-dire qu'on peut essayer de prévoir, par exemple, le nombre de personnes qui verra le film, en fonction de tout un tas de paramètres. Donc l'avantage, c'est qu'on a une couche d'input, une couche d'output. Donc les outputs définissent, par exemple, le nombre de classes qu'on voudrait avoir à la fin. Typiquement, là, si on en a deux, ça pourrait être un classifieur binaire. Là, typiquement, celui du déterminer si le film sera bon ou pas, avec un output oui, un output non. En entrée, ce sera toutes les données qu'on va donner au système. Typiquement, donc, je le disais tout à l'heure, la longueur du film, le budget, le casting, etc. Et entre les deux, on peut mettre autant de couches qu'on veut. C'est ce qu'on appelle les couches cachées. Sauf qu'il faut forcément que notre modèle soit adapté au problème.
C'est-à-dire que là, par exemple, on met une couche. C'est souvent la solution la plus adaptée pour grand nombre de problèmes. Plus on va rajouter de couches, plus il y aura de liaisons ici, et donc plus le modèle sera complexe, puisqu'entre chaque couche, il faut imaginer que ce sont plein de boutons qu'on peut tourner pour ajuster le modèle. Alors forcément, ce n'est pas toujours facile de trouver le nombre idéal, et donc c'est là qu'en fait va reposer la complexité du data-driven computing. C'est-à-dire qu'au lieu de passer beaucoup de temps à chercher comment on va faire pour coder les règles qui permettent de résoudre le problème, on va passer plus de temps à déterminer comment obtenir un modèle qui colle à notre jeu de données. Alors forcément, si vous rajoutez des couches, donc vous complexifiez le modèle, il y a plus de calculs pour obtenir une solution, donc l'entraînement sera beaucoup plus long, nécessitera beaucoup plus de données, et ensuite l'utilisation sera aussi plus lente, puisqu'il y aura plus de calculs à faire pour obtenir un résultat. Maintenant, à quoi ça peut aboutir? Là, on a présenté un réseau qui était plutôt simple avec juste 3 couches, input, output et la couche cachée. La couche cachée, merci. Là, pour le coup, on peut en fait se dire, on va mettre plein de couches les unes après les autres. En fait, on peut voir ça comme plusieurs réseaux de neurones qui seraient imbriqués les uns dans les autres. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de réseaux profonds, de deep learning. Et donc ça pourrait être un autre exemple de modèle qu'on utiliserait et qu'on nourrirait avec toutes nos données. Donc parmi les différents outils qu'on peut utiliser pour faire ça, on peut citer TensorFlow, qu'on utilise plutôt pas mal chez nous. On peut aussi utiliser les outils de machine learning de Spark, donc qui est l'outil Big Data. Sinon, on a historiquement aussi Torch ou Café. On peut aussi en faire, entre autres, sur des choses plus connues comme R ou MATLAB, par exemple. Je vais laisser... Oui, non, j'avais oublié. On n'est pas obligé. Juste pour préciser, donc là on vous a donné des use cases qui étaient assez classiques, qui vont être dans le retail, qui vont être, on a eu l'exemple avec nos acteurs et nos films. Là on va vous montrer un développement spécifique d'intelligence artificielle qui est situé dans un autre cas, qui se rapproche du problème du voyageur de commerce. Donc là, on est sur la prédiction de la meilleure route à prendre. Donc on cherche à savoir, à l'avance, quelle va être la meilleure route. C'est des systèmes, actuellement, c'est plutôt des algorithmes de type heuristique qui le font. Si je résume, si je dois aller au nord-est, je prends la direction du nord-est, comme ça j'ai plus de chances de partir dans le bon sens. Si la route part après dans l'autre sens, c'est pas de bol. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc, le fait de faire un développement qui sera plus spécifique, en fait, on va se rattacher aux bases du machine learning, comment ça marche, pour derrière pouvoir obtenir un algo qui va répondre à notre besoin, sans forcément se baser sur un patron déjà existant. Exemple, donc là, ce que je fais, c'est du routing avec du Q-learning. Est-ce que vous savez ce qu'est le Q-learning ou pas? Non. OK. Le concept, c'est... Ici, vous voyez, je ne sais pas si on voit très très bien là où vous êtes, mais il y a des points jaunes qui sont reliés les uns aux autres. Il y en a entre 15 et 20. Le but, c'est de trouver le plus court chemin qui passe par tous ces points. En fait, c'est facile. Il suffit de prendre un chemin au pif. On peut savoir la longueur du chemin. Et là, le but, ça va être de se dire, voilà, on a un chemin pris au pif. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre. Comment? On va faire plein de chemins complètement aléatoires. Et on va déterminer lesquels sont bons, lesquels sont moins bons. Là, en l'occurrence, forcément, on en trouvera qui seront plus courts que d'autres. Et ceux-là, on va les pondérer. C'est-à-dire que si je m'aperçois que la plupart des chemins qui partent de ce point-là pour arriver à celui-là donnent des chemins qui sont plutôt courts, je vais les pondérer positivement. Par contre, si je vois des chemins qui partent du point ici pour arriver à celui qui est tout en haut à gauche, forcément, je n'aurai pas des résultats très bons, puisque c'est complètement absurde de partir de là et d'aller directement là-bas sans passer par les autres points. Et ensuite, je vais itérer en pondérant statistiquement tous ces trajets. Donc les traits bleus, en fait, ça représente statistiquement si c'est intéressant ou non de prendre ce trajet. Donc plus j'avance, plus on voit que certains disparaissent. Par exemple, celui qui part de tout en haut à gauche et qui arrive au milieu ici est quasiment transparent. Parce que concrètement, les chemins qui passent par là sont peu efficaces. Au contraire, celui-là, par exemple, va être plutôt efficace.
parce que concrètement, les chemins qui passent par celui-là ont tendance à donner de bons résultats. Et là, en fait, on peut itérer énormément dessus jusqu'à ce que l'algorithme comprenne que il faut faire tout ce tour ici pour obtenir de bons résultats. Là, on voit encore qu'effectivement, il y a des petites hésitations en haut à gauche. Et très honnêtement, à l'œil nu, ce n'est pas forcément évident de déterminer quel est le meilleur trajet entre celui qui est en bleu et celui qui est en noir. Maintenant, je vais te laisser... Donc voilà un peu sur la partie, on va dire, présentation sur l'intelligence artificielle. Juste pour résumer en une slide l'intérêt d'avoir de l'intelligence artificielle vis-à-vis des techniques, on va dire, plus anciennes, actuelles ou anciennes, et en quoi l'IA est un apport intéressant. La première chose, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, l'IA permet de prendre un très grand nombre de paramètres en compte. C'est vrai qu'on pourra effectivement se dire que, on l'a vu, si Jean Théodule achète moins d'articles depuis un bon moment, c'est que quelque chose se passe dans sa vie et on va le positionner lui spécifiquement et pas quelqu'un d'autre, comme le groupe des hommes de 25-35 ans, mais c'est bien lui, Jean Théodule, à qui on a proposé quelque chose. On n'a plus besoin de coder des règles trop complexes pour savoir si effectivement on a affaire à un homme dans une telle catégorie, etc., et de le ranger et de le mettre dans son cluster pour pouvoir s'occuper de lui. Enfin, c'est vrai, sous réserve d'avoir la data qui va avec. En partant du principe que pas de data, pas de chocolat. Il faut savoir qu'on ne fait pas de machine learning sans data, quoi, c'est le principe. Il faut la data et la base. C'est bien pour ça qu'on est là dans ce salon et qu'on parle d'intelligence artificielle dans un salon de la data. Le point important aussi, c'est de se dire que grâce à l'IA et grâce au machine learning, on a des choses qui sont plus efficaces. Juste pour vous donner le cas précédent, c'est vrai qu'on est sur une recherche de route, c'est un client réel, et on voit que le modèle qu'on a mis en place diminue les distances qui sont à parcourir de l'ordre de 10 à 15%. Donc pour ceux qui ont des transporteurs, moi j'ai eu des camions dans une vie antérieure à gérer, je peux vous jurer que 15% de kilomètres en moins, c'est autant de gasoil qu'on ne consomme pas. Donc voilà, l'efficacité, elle est là. Et juste pour vous dire après derrière qu'on a un stand sur place. Donc pour ceux qui voudraient voir marcher les démos dans la vraie vie autrement qu'en vidéo ou en PowerPoint, on vous accueille là-haut. Et si vous avez des datas et des problématiques métiers, on est à votre disposition. Il reste accessoirement 3 minutes, donc éventuellement s'il y a des questions, on est disponible pour y répondre. D'accord. Allez, micro. Sur le système neuronal, donc si je comprends bien, on met toutes les données qu'on a, on laisse notre algorithme, notre intelligence artificielle se dépatouiller avec les données, nous faire une prévision et après on va décider si c'est bon ou pas. Par contre, on ne sait pas du tout comment fonctionne le modèle. Et la question que je me posais, c'était donc, ça veut dire que vous, à force de faire des modèles, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir anticiper, c'est-à-dire les besoins des clients en disant quel type de données vous allez avoir besoin, sachant que vous n'allez pas savoir en fait quel type de données dans ces contextes marche le mieux généralement, quel type de données il faut agréger en fait. En fait, on perd aussi cette information, c'est-à-dire qu'en gros, on ne sait plus quelles données on a besoin pour aller pouvoir prédire un comportement. Voilà, c'était une question que je me posais en fait. Je vois. Concrètement, c'est pas tout à fait juste de dire déjà qu'on peut balancer n'importe quelle donnée. C'est-à-dire que typiquement, plus vous allez mettre de données d'entrée, plus le système aura de trucs à traiter et donc sera complexe. C'est-à-dire que par exemple, si dans le choix du meilleur film de l'année, vous introduisez la couleur des chaussettes de votre grand-mère, ça va complexifier complètement inutilement le système. Donc le but, c'est d'avoir les datas les plus clean possibles, forcément. Après, pour répondre à la question, c'était donc... Le fait qu'on ne sache plus... Oui, c'est ça. En fait, quand je mettais en input ce que je disais, c'est qu'il y a des boutons à tourner. En input, vous allez avoir aussi donc, les mêmes boutons qui vont pondérer les variables que vous mettez en entrée. Donc typiquement, vous pouvez regarder ces valeurs. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a certaines valeurs d'input, leur coefficient est de 0, parce que concrètement, elles n'ont pas d'impact, ou très peu.
Et donc déjà, on peut repérer quand même à ce niveau-là quelles sont les variables qui vont être complètement inutiles et les éliminer. Après, c'est vrai que concrètement, on s'aperçoit de choses parfois surprenantes. Typiquement, si vous regardez Watson, je ne sais pas si vous connaissez l'intelligence d'IBM, ils ont commencé à faire ils ont même pas mal avancé là-dessus, sur une version pour la cardio. Et donc, ils regardent concrètement les risques d'avoir un infarctus dans, je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans le mois qui suit ou quelque chose comme ça, en fonction de plein de paramètres. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des paramètres auxquels on n'avait pas forcément pensé au début, qu'on a mis quand même dans le doute. On s'aperçoit que le système en tient compte et leur accorde une forte importance. Et d'autres paramètres vis-à-vis desquels les cardiologues étaient plutôt attachés et auxquels ils accordaient de l'importance, vis-à-vis desquels Watson n'accorde pas forcément d'importance. Et donc finalement, on est en droit de se demander si justement le fait de balancer pas mal de data pour voir ce que ça donne ne peut pas révéler des choses sur les impacts et la corrélation de certaines data entre elles. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc on a quand même une information sur quelles sont les pondérations de l'utilisation de différentes variables dans le modèle. Oui, on peut accéder à ces infos. Après, plus on avance dans le modèle, plus on se retrouve à avoir des combinaisons linéaires en fait, de ces variables. Et donc, plus c'est compliqué de comprendre vraiment l'impact. Et forcément, quand tu as là, par exemple, le système avec le réseau profond que j'avais montré juste avant, si tu comptes le nombre en fait, de boutons, j'ai fait le calcul vite fait pour voir, on est autour de 550, je crois. Donc forcément, quand on a 550 pondérations dans tous les sens, on ne s'en sort plus. Juste pour une petite mise en abîme, et on en restera là, je pense qu'on ne va pas empiéter sur la démo, juste pour vous dire que, en particulier avec TensorFlow, on peut faire de la data vise de l'IA pour suivre ce que fait l'algorithme. Donc, data vise de l'IA. Donc, plus de la data vise de la donnée elle-même, mais de l'algorithme pour arriver à suivre ce qui se passe. On va visualiser comment évoluent les différents boutons que j'ai montré, que j'ai symbolisés par la table de mixage. Merci à vous. Merci.